Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Au menu de Viva Culture cette semaine, mon entretien particulier et la rubrique de Catherine autour des livres. Il paraît que les gens n'aiment plus lire. Il paraît que les hommes ne lisent pas. Moins que les femmes, c'est sûr. Regardez les images de la tournée en France de James Ellroy. Ces librairies comme la Galerne au Havre ou la Machine à lire à Bordeaux que l'on vide de leur table pour recevoir le public et qui se remplissent de lecteurs. Pas 10 ou 20, mais pas loin de 300. Bon, d'accord, c'est l'auteur de Dahlia Noir. Regardez l'auditorium plein à craquer du musée de Caen pendant les journées littéraires des Boréales de Normandie. Pour l'Islandaise, auteure de Rosa Candida, interviewée par Gérard Medal pour la sortie de Miss Island chez Ulma. Pour l'auteur de polar norvégien Gunnar Staalesen, comme pour le journaliste du Monde et écrivain Olivier Truc. Blindé l'auditorium. D'ailleurs, comme le numéro 28 des Boréales s'est bien passé et est fini, il nous donne déjà les dates et les pays invités du prochain. Du 19 au 29 novembre 2020, avec le Danemark, les îles Féroé, le Groenland. Et même si nous nous éloignons de ces vedettes de l'écrit, de ces auteurs dont toutes les radios, tous les journaux, tous les prix, tous les réseaux sociaux nous parlent, des lecteurs sont là pour les écouter, plus pointus peut-être, plus accros, plus renseignés, plus ouverts. L'écrit n'est pas mort, vive l'écrit. Alors, venez au fil des pages le vendredi 13 décembre à 18h30 pour rencontrer le juge Serge Portelli. Il n'est pas à proprement parler question de littérature, mais d'humanité dans son livre « Qui suis-je pour juger l'autre ?» aux éditions du Sonneur, dans la collection de la critique littéraire Martine Laval. Ce que la vie signifie pour moi. Voilà le premier paragraphe de la préface de Martine Laval. Se méfier, toujours, du pouvoir. Du sien, en premier. Celui conféré par des études de droit, un concours de magistrat et une robe noire qui, bien plus qu'un déguisement, est une façon de vivre, de se tenir, de penser, de parler. Se méfier aussi de ce jargon judiciaire, cette langue qui porte en elle autorité, sinon domination. Apprendre à se faire confiance, envers et contre tout, ou tous, et rester à l'écoute, toujours de ses semblables, victimes ou agresseurs, ces autres moi-même. Alors, vous venez ? Je vous laisse réfléchir sur la musique du Dahlia Noir.
Doris Lemat-Thieulhan, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureuse de vous rencontrer parce que, en fait, vous êtes une artiste. Je crois qu'on peut dire ça maintenant. On peut dire ça. Vous êtes musicienne, vous jouez de la guitare, vous chantez, je crois, avec votre mari. Oui, c'est ça, depuis 30 ans bientôt. Depuis 30 ans, Mhm. oui. Racontez-nous un peu comment vous en êtes venue à la musique. En fait, toute petite, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé imiter les musiciens. Je n'ai pas eu l'occasion, parce que chez moi ça se faisait pas, on était d'un milieu ouvrier où la musique c'était pas vraiment pour nous. Et puis de toute façon il y avait que le conservatoire, et le conservatoire c'est pas pour les ouvriers. Enfin c'est du moins ce qu'on se disait. C'est ce qu'on se disait, mais vous étiez du Havre. Oui, bien sûr, je suis née au Havre, je suis du quartier de Coqueriville. Oui. Et puis peut-être aussi que j'ai pas demandé, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quand je suis rentrée en seconde où mon horizon s'est un peu ouvert, puisque je passais de mon quartier au centre-ville, puisque j'allais à Claude Monet, que j'ai rencontré des gens qui faisaient des groupes de rock, et où là, je me suis dit, mais c'est possible que je m'inclue dans un groupe de rock, et donc j'ai décidé que je serais rockeuse. Mais oui. Et du coup, vous avez appris la guitare. Pardon. Oui, alors, j'ai commencé par faire de la basse. Pourquoi la basse ? Parce que comme il n'y avait que 4 cordes et qu'à l'époque on était déjà assez misogyne, on m'avait proposé une place de bassiste. Donc j'ai dit oui tout de suite, j'ai pas cherché, j'ai pas demandé mon reste, parce que je me suis dit si c'est le moyen d'être dans un groupe, oui je vais faire de la basse. Et j'aime beaucoup la basse d'ailleurs. Oui, mais pourquoi misogyne et basse ? Parce que la basse n'ayant que 4 cordes et la guitare en ayant 6, on pensait que ce serait plus facile pour moi d'apprendre. Voilà. Où ça va se nicher. Mais en fait, ce qui est complètement faux, parce que les cordes de basse étant tellement épaisses et la basse étant tellement lourde, que c'est un instrument qui est très physique, très rythmique, et que c'est très très difficile d'être un bon bassiste ou une bonne bassiste. Ah oui, d'accord. Donc j'ai fait 4 années de basse comme ça, ce qui m'a permis qui a permis d'apprendre en fait le manche, puisque ce sont des manches similaires sur des basses ou sur une basse ou sur une guitare. Et puis je sentais quand même dans mon fort intérieur que moi c'était la guitare qui me plaisait. Donc quand j'ai arrêté mon premier groupe, j'ai acheté une petite guitare. Je me suis fait fabriquer une petite guitare chez un luthier avec des morceaux de ci de là. D'ailleurs elle s'appelait la Doris Caster et j'ai joué pendant des années avec cette guitare avant d'avoir celle avec laquelle je joue maintenant. Très tôt du coup. Hein. Oui, j'ai commencé, j'avais 16 ans quoi. Oui. Oui, et puis là, vous produisez toujours, vous travaillez toujours, vous chantez aussi. Alors, se produire, c'est très difficile pour un groupe comme nous parce qu'il n'y a pas tellement de structures, en fait, qui peuvent nous accueillir, puisque les salles de musique actuelles ont des programmations très convenues et donc ne sont pas très ouvertes à tout ce qui est indépendant comme nous. On sait que dans les bars, les conditions ne sont pas toujours très faciles, et je pense l'avoir fait tellement que j'arrive à un âge certain où j'ai plus trop envie de me retrouver non plus dans les conditions les plus horribles. Pourtant, au Havre, il y a beaucoup de bars, je crois, qui accueillent des musiciens, non ? Oui, alors, c'est-à-dire que le genre de musique qu'on fait n'est pas très convivial. Donc déjà, ça limite un peu. Oui, voilà. D'accord. Ça limite un peu. On peut pas faire des choses animatoires. Je sais pas si ça existe ce mot-là, mais en tout cas ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est toujours des concerts qui sont d'une très grande intensité. Du coup, il faut quand même qu'il y ait un contexte. Voilà. Et c'est ça qui est un peu plus difficile à trouver. Et puis on peut pas jouer tous les 5 minutes dans sa ville non plus, quoi. Donc l'idéal c'est quand même d'aller ailleurs. On le fait quand même d'aller ailleurs. On a fait une assez belle tournée l'année dernière, mais les conditions pour les groupes comme nous ne sont pas idéales, faut être honnête, quoi. Voilà. En revanche, vous travaillez régulièrement. Oui, et puis du coup, j'ai d'autres projets musicaux qui font que là, je peux me produire de différentes manières. Ah oui. Donc vous créez, vous composez vos chansons ? Oui. Vous écrivez les textes ? Tout à fait. Oui. Ouais. Et vous, avec votre mari, qui est batteur ? Alors lui, il est batteur, effectivement. Donc on travaille vraiment. C'est un binôme vraiment réciproque.
on est vraiment un duo en fait, au sens propre du terme, c'est-à-dire que soit il amène un rythme de batterie et moi je me calque dessus avec quelque chose de mélodique, ou soit c'est l'inverse, et puis ensuite les mots, alors c'est pas vraiment les mots, c'est d'abord le son de la voix qui vient ensuite, puis les mots qui viennent ensuite. Il y a plusieurs étapes comme ça. Oui. Et vous avez été influencé par qui, là, pour votre rock ? Alors moi, j'ai tendance à dire que on est influencé par tout ce qui a fait le rock depuis les 60 dernières années. C'est-à-dire que moi, j'ai autant de plaisir à écouter Eddie Cochran, Jane Vincent, que les Stooges dans les années 70, que Nirvana dans les années 90, mais aussi tous les groupes un peu métal du moment. Donc c'est très divers. Et puis pas que du rock, on écoute aussi un peu de jazz. Alors pas on a tendance à dire, mais pas le jazz blanc. La soul, les musiques blaxploitation, je sais jamais le dire, blaxploitation, les musiques des films black des années 70. Et puis de la musique classique, on aime bien. Enfin moi je sais que je suis très fan de Chopin, j'aime bien Mozart, j'adore Erik Satie, et donc tout ça. D'ailleurs on a un morceau où on a piqué un thème à Erik Satie. Et comme on sait qu'il va pas nous embêter, on en a profité. Et donc voilà, c'est un mélange de tout ça en fait. Donc les influences sont diverses. Très diverses. Ouais. La musique, c'est la musique. Oui. Et vous travaillez donc au SEM là pour répéter, pour créer. Alors. On est tous deux salariés du SEM, donc le SEM c'est le centre d'expression musicale. Mon mari il est régisseur des studios et responsable de l'accueil des publics. Moi je suis chargée de communication. Et donc on bosse tous les deux dans ce magnifique endroit et du coup magnifique, on en profite aussi pour répéter, puisqu'évidemment on a tout à disposition, donc notre matériel est là et chaque fois qu'on a besoin de travailler on a tout sur place en fait. Mais je crois que le SEM permet à beaucoup d'artistes de travailler. Alors nous de manière un petit peu différente, puisque nous on est un petit peu à la maison, mais effectivement le SEM a un pôle de répétition qui accueille 400 musiciens, donc c'est une grosse demande, et qui accueille plus de 1000 élèves, donc ça aussi c'est une véritable fourmilière musicale. Et beaucoup de jeunes et d'enfants. Oui, je crois qu'on doit être aux alentours de 400 enfants, puisqu'on fait de l'éveil musical dès le plus jeune âge, avec un accueil parents-enfants le samedi matin, et puis on a beaucoup d'éveil et de découvertes pour les 3 à 6 ans. Ça c'est chouette parce qu'ils viennent vraiment s'éclater. La philosophie du SEM, c'est de s'éclater en faisant de la musique. Faut que ça soit ludique. Et en groupe. Faut partager, il faut s'amuser. C'est ça. Et donc ne pas avoir la contrainte de la partition, de l'examen voilà. Bon, il y a des gens à qui ça va sans doute convenir ce mode-là, mais en tout cas chez nous c'est pas comme ça que ça se passe. Oui. On transmet. Exactement. Voilà. Oui. Vous transmettez, vous partagez. Mais je crois que le deuxième métier, on va dire, mais encore que si chanteuse, c'est un métier, guitariste, c'est votre métier, on vous diriez aussi. Mon métier, c'est d'être musicienne. C'est d'être musicienne. Voilà. Oui, j'ai mis longtemps à admettre en fait que j'étais musicienne parce que on dirait que pour être musicien, il faut avoir une certaine technique. Une certaine connaissance, on va dire théorique des choses. Mais moi, je l'ai jamais vu sous cet angle-là, en fait. Je l'ai vu. Est-ce que, je sais pas, par exemple, si Van Gogh, il avait pris des cours de peinture. Alors, je me compare pas à Van Gogh, on est d'accord. Oui, mais je veux dire. Il y a une espèce de... C'est comme moi, j'adore l'art brut. Il y a des œuvres magnifiques d'art brut. C'est vrai. C'est pas des gens qui ont pris des cours. Et donc, ils n'ont pas une connaissance comme ça technique des choses. Et d'ailleurs, dans la musique, il y a des gens qui ont une très grande connaissance technique, mais qui ne sont pas des musiciens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de sensibilité. Et moi, vraiment, je revendique, mais humblement, d'avoir une fibre musicale et un grand désir, une passion, un besoin. Et
et une capacité à m'extérioriser musicalement. Voilà. Oui, parce qu'il faut quand même être un peu doué. Voilà, et puis la scène, appréhender la scène, être face à un public, gérer le trac, l'imprévu technique, tout ça. Maintenant, je crois que je peux dire que je sais le faire. C'est ça. Alors, votre autre métier, c'était journaliste. Alors, c'est mon métier d'être journaliste. C'est mon métier d'être journaliste. Voilà. Et ça, je l'ai appris exactement de la même manière que la musique, c'est-à-dire sans aller à l'école. En fait, j'étais passionnée d'écriture depuis toujours. C'est la seule matière à l'école dans laquelle je travaillais un peu, vu que j'étais une élève, on va dire, plutôt bonne, mais tellement chiante et tellement je rentrais jamais dans les clous nulle part en fait. Donc pas scolaire. Voilà, j'ai eu mon bac mais vraiment en touriste. Et puis après j'ai pas fait d'études. Donc j'ai appris sur le tas. J'ai appris par la lecture. La lecture, j'ai lu, je lis beaucoup moins, mais j'ai lu et ça, je lis moins à cause un peu des écrans parce que c'est vrai que je suis un peu accro aux écrans, quoi. Mais je continue à acheter beaucoup de livres en espérant chaque jour devant ma pile de livres neufs que je vais prendre le temps de me poser pour lire mes livres. Oui, tout à fait. J'adore les livres, mais j'ai appris à écrire, j'ai continué d'apprendre à écrire avec les livres et puis surtout j'ai toujours écrit. Et quelqu'un m'a donné l'opportunité d'écrire pour la presse en tant que correspondante. Et c'est un rôle dans lequel je me suis vraiment éclatée et où j'ai appris du coup le métier de journaliste en côtoyant des vrais journalistes. Et puis il se trouvait qu'il y avait une rédaction, c'était celle de Liberté Dimanche, où il y avait vraiment une super ambiance de groupe avec et oui, on fabriquait le journal, donc je pouvais voir comment ça se faisait et c'est comme ça que j'ai appris ce boulot-là. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de l'exercer professionnellement en ayant une carte de presse. Et alors, quelle est votre conception du coup du journalisme ? Pour moi, ça reste l'un des plus beaux métiers qui existent parce que j'ai rencontré toutes sortes de gens. J'ai rencontré des gens célèbres, des gens pas célèbres. J'ai rencontré des gens qui tenaient le club des dames du Havre. J'ai rencontré mais des gens que je ne serais jamais allée voir dans ma vie en principe. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens intéressants partout, dans tous les milieux, dans toutes les couches sociales. Et ce qui est beau dans le métier de journaliste, c'est de pouvoir retranscrire ça. Ce qui est beau, c'est de retranscrire la parole des gens et d'essayer d'être fidèle à quelque chose. Et voilà. Moi, je me suis un peu plus spécialisée dans tout ce qui était artistique et associatif. Ça, c'était mes goûts personnels. Mais j'ai fait un peu de tout, quoi, en sujet. Du coup, ça a été un enseignement formidable, quoi. Oui. C'était rencontrer des gens, c'était les mettre en valeur, c'était porter des éclairages peut-être sur un art. Et puis aussi avoir, puisque il y a quelque chose qui comptait énormément pour moi, c'est comme on m'a fait savoir de temps à autre que je n'étais pas une journaliste professionnelle puisque je ne sortais pas d'une école de journalisme, je me devais d'être irréprochable. Ça voulait dire, d'une part, de prendre vraiment des notes, d'autre part, tout ce que je faisais en termes historiques, ça voulait dire vérifier, revérifier, croiser les sources et vraiment apprendre à être le plus impeccable possible. Et du coup, ça a donné j'avais une espèce de déontologie interne que je m'imposais et qui m'a permis d'apprendre bien le métier. J'ai sans doute fait des erreurs, j'ai sans doute des mauvais papiers, il y en a d'autres qui sont meilleurs. Et puis ajouter à ça le plaisir d'écrire, parce que ça reste un plaisir d'écrire. C'est un peu ce que je reproche d'ailleurs au journalisme moderne, et je mets des guillemets quand je dis ça, c'est-à-dire le journalisme qu'on lit sur les pure players, où vraiment c'est de l'info pour générer du clic sur internet. Je trouve ça dommage parce que voilà. Et puis surtout composer un texte, c'est tellement agréable que bien sûr. Voilà, quoi. Alors chargé de communication, c'est un travail de journaliste aussi. Alors la seule différence, c'est que là en fait c'est toujours le même sujet en fait. Oui. Comment vous le voyez alors ce métier-là ? Moi je sais que les journalistes n'aiment pas les chargés de communication. Bien que. Et pourquoi ?
parce que c'est un peu du sous-journalisme. Et puis Alors, les bon. journalistes, ils ont un peu une très haute opinion d'eux-mêmes. Et donc, pour eux, c'est des journalistes un peu ratés, les chargés de communication. Ceci dit, moi qui suis dans les deux camps, je peux vous dire que quand on reçoit un bon communiqué de presse, bien rédigé, avec les bonnes photos qui vont bien, on est bien content d'avoir un bon ou une bonne chargée de communication en face de soi. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas vraiment le cas, et ce dans les structures les plus hautes. Hein. Ah oui. Donc, moi, le point commun que je vois entre chargé de communication et journaliste, c'est le texte, toujours. Oui. C'est le texte, c'est l'illustration, c'est le fait d'essayer de valoriser un projet. Oui. Et il se trouve qu'au sein du SEM, on fait énormément de choses différentes parce qu'on est une école de musique actuelle, mais on est aussi un pôle de formation, un pôle de répétition. On organise des spectacles, on intervient en milieu carcéral, on intervient à l'hôpital psychiatrique, on intervient dans les quartiers. Donc on est vraiment présent sur tout le territoire, ce qui fait qu'il y a une multitude d'actions à décliner et donc à revendiquer, parce que tout ce travail-là, c'est une association qui le fait. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, c'est important pour moi que le message passe, et il passe avant tout par l'écriture. Oui, et ce sont des messages dont vous êtes convaincus. Il faut Tout à fait souligner ça. Oui, tout à fait. De toute façon, je suis un électron libre. Moi, quand je suis pas convaincue de quelque chose, je le fais pas. Hein. Voilà. Donc c'est pas superficiel, c'est pas seulement communiquer pour communiquer. Non. C'est quand même important, ça, il me semble. Non, on m'a proposé parfois de faire de la communication pour des choses ou des produits où j'ai toujours été mal à l'aise, ou même j'ai fait un peu de communication institutionnelle en travaillant dans des organes municipaux, par exemple. C'est quasiment insupportable. Voilà. C'est écrire un texte et puis voir que vos propos sont repris, que c'est l'adjoint qui se cite en vous citant. C'est pas une question de revendiquer son propos, c'est une question de dire ils sont un peu gonflés dans la boutique quand même. J'ai l'impression que la communication, c'est un peu difficile parce que parfois on a l'impression que le produit, n'importe quel produit, j'utilise ce terme générique, est vanté et puis c'est tout. Alors qu'en fait, nous, en tant que consommateurs ou auditeurs ou spectateurs, on est un peu mitigé, quoi. C'est trop. On n'a pas besoin d'une publicité comme ça élogieuse, dithyrambique, oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est pour ça m'a l'air d'être plein d'embûches, le métier de chargé de communication. C'est surtout qu'à mon avis, il y a quand même une erreur d'appellation. Chargé de communication pour une structure culturelle, c'est chargé de communication pour un projet. Un projet. Oui. C'est presque politique, en fait. Oui, voilà. Chargé de communication pour une boîte de pâté, si c'est une grosse marque, j'ai envie de dire. En revanche, il peut y avoir des gens qui fabriquent de très bons produits, qui ont à cœur de mettre tel type et tel type d'ingrédients, de faire ça par tel type de cuisinier, etc. Donc là, ça va être une communication différente, quoi. Mais il faut différencier, pour moi, communication et marketing. Ah, voilà. Entendu. Et voilà. Et moi, je ne fais pas de marketing. Ah, voilà. Oui. C'est peut-être ça la grande différence. Et parfois, quand on a des stagiaires qui nous disent qu'ils sont étudiants en marketing, je leur dis ouh là là, ça va pas le faire chez nous, quoi, parce que moi je fais pas du marketing, quoi. Enfin. Non. C'est sans mépris que je le dis. Peut-être qu'il y a une spécialisation, j'en sais rien, puisque je ne côtoie pas le milieu du marketing, mais en tout cas, c'est un terme qui me dérange vraiment. Et d'ailleurs, c'est un terme qui me dérange aussi dans la musique, parce que dans la musique, il y a du marketing. Tout à fait. Du marketing. Mais ça m'intéresse pas. Ah oui. Alors, goût de l'écriture, je crois qu'on le retrouve aussi dans le livre que vous venez de publier. Tout à fait. Alors, on pourrait peut-être en parler, parce que c'est un livre particulier. Oui, alors en fait, c'est un livre qui s'appelle Du Noir au Rose. C'est un blog que j'ai rédigé du 13 septembre 2013 au 13 septembre 2014, année pendant laquelle j'ai été touchée par un cancer du sein. Comme beaucoup, hélas. 62 000 cas par an supplémentaires. Oh là là. Il faudrait peut-être qu'on se commence réellement à se poser des questions sur l'environnement, les pesticides, les choses hormonales et ceci, cela.
hein, Bien parce que sûr. quand on regarde les cartes mondiales sur c'est une pandémie, on peut parler de ça. Hein. Complètement. On voit que c'est en Europe, en Amérique du Nord, et que très peu en Asie, très peu en Afrique. C'est que il y a quand même, il y a quand même un système de vie qui favorise un peu ça. Hein. Ah oui, oui. Oui, donc j'ai été touchée par cette maladie, et puis j'ai commencé à rédiger un blog parce que déjà l'écriture permet quand même, c'est un exutoire, hein, sans conteste. Oui. Et je me disais aussi qu'après le profond désespoir qui avait été le mien quand j'ai appris la nouvelle, Tout à fait. quand je suis allée flâner sur Internet pour avoir quelques témoignages, quelques infos, je suis tombée sur de telles horreurs de gens profondément toxiques, en fait. Toxiques, parce que c'est pas parce qu'on est malade qu'on a le droit comme ça de saccager le moral des gens. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse un truc différent et un truc qui soit l'inverse, quoi. Voilà. Si mon pronostic vital avait été engagé, je n'aurais rien fait du tout. Je n'aurais pas fait de blog. Mais comme j'avais des nouvelles plutôt rassurantes, qui me disaient que le chemin allait être long et difficile, mais qu'in fine j'allais m'en tirer quand même. Oui, c'est encourageant. Voilà, donc j'avais une lueur, une fenêtre c'est ça. en face de moi, Disons ça. et je la regardais. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle à ces femmes qui vont se retrouver chez elles seules et qui vont aller voir sur Internet et qui vont peut-être avoir la chance de tomber sur mon blog. Donc j'attendais toujours qu'il y ait une étape qui soit passée, parce que le protocole de traitement se fait vraiment par étapes. Hein. Il y a l'opération, en ce qui me concerne, il y a eu la mastectomie, ensuite il y a eu la chimiothérapie, ensuite il y a eu la radiothérapie, après il y a l'hormonothérapie. Donc il y a des tas de, il y a la pose de la chambre de chimio, il y a la reconstruction, etc. Donc même si je me suis arrêtée, j'ai pas fait sur la reconstruction, mais j'aurais eu des choses à dire aussi sans doute. Mais je me disais, j'attends que chaque épisode soit passé pour voir ce que je peux en tirer de bon. Oui. Parce que, bizarrement, on en tire du bon. Moi, j'ai l'impression aussi que mettre des mots sur les douleurs, sur les peurs, sur les angoisses, sur aussi les protocoles, bien sûr. Mettre des mots, mais aussi, comme vous dites, avoir un... C'est même pas un semblant, non, c'est avoir une certaine maîtrise dans le fond. Tout à fait. De ce qui nous arrive. Et puis reprendre le contrôle de soi, et notamment par rapport aux médecins. Oui. Parce que les médecins sont des gens formidables qui nous sauvent la vie. Ceci dit, en cours de route, il y en a 2-3 qui ont un petit peu oublié leur cours de psychologie. Et je me suis chargée vertement de leur rappeler que quand ils avaient en face d'eux des gens qui étaient qui étaient très angoissés, très angoissé. Le moindre froncement de front ou de sourcil pouvait être un signe encore plus angoissant. Donc, il faut que les médecins prennent en compte ça. Je ne dis pas qu'il faut nous leurrer en nous disant que tout va très bien se passer, mais plutôt que de nous faire la liste exhaustive des effets secondaires de quelque chose qu'on n'aura peut-être pas, peut-être nous dire qu'on pourrait avoir des effets secondaires, mais on pourrait peut-être ne pas en avoir, et notre cerveau va se charger de faire le reste, et donc d'induire qu'on pourrait ne pas en avoir. Et donc, je me suis assez souvent, on va dire, heurtée à ça, quoi. Et donc, c'est aussi ça que j'exprime dans ce bouquin, c'est que les médecins sont nos référents, mais ils ne doivent pas être les seuls référents. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, alors rappelons-nous le titre du livre, Du noir au rose. Tout à fait, disponible à la Galerne. Oui. Et puis, on va le recommander à toutes les femmes, mais il y a aussi des hommes, je crois. Oui, puis je pense que c'est pas forcément un livre qui est que destiné aux gens qui sont touchés par le cancer, parce que comme c'est une épopée médicale, mais c'est aussi, j'ai essayé qu'il y ait beaucoup d'humour dedans. Et puis il y a beaucoup de ma vie personnelle, mais pas de façon égocentrée, de façon, on va dire,
c'est un moment de sa vie, il arrive quelque chose, et il nous arrive tous quelque chose à un moment de notre vie. C'est comment on essaye de prendre le contre-pied ou de se dire qu'on est quand même bien content d'être là, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Finalement, le mot qui vous définirait peut-être le plus, c'est pas le mot partage. Partager la musique, partager un texte, partager une passion, partager un espoir. Partager l'apéro, partager tout ça. Ah bah Oui. ça c'est clair, oui. Ah bah moi je suis une épicurienne, je suis un peu gargantua. Je fais tout un peu trop, mais voilà. Oui, c'est vrai que le partage c'est une bonne idée. Eh ben c'est ce qu'on aime. Voilà. Merci beaucoup, Doris. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.